Bonjour à toutes et tous. Monsieur le ministre, cher Jean-Marc, mesdames, messieurs les élus, monsieur le préfet, madame la directrice, mesdames, messieurs les présidents, directeurs généraux, chers amis. Je suis très heureux d'être en effet ici à Nantes aujourd'hui, vous l'avez dit, pour lancer cette deuxième étape de la nouvelle France industrielle. D'abord parce que la France est un pays industriel. Ça semble être une évidence quand on le dit ainsi, mais c'est au cœur de notre histoire, de notre ADN, de notre ambition. L'histoire française, elle est industrielle. Lorsqu'on pense à la France, on pense à ses grandes réussites. Aéronautique, spatiale, chimique, minière. On pense précisément à ces autres industries de pointe que votre région regroupe. L'agroalimentaire, la construction navale, les énergies renouvelables marines, les nouvelles technologies, les industries culturelles et créatives. L'activité industrielle est au cœur de la croissance française. C'est aujourd'hui 13% de notre PIB, parce que ce sont plus de 3 millions d'emplois dans notre pays, parce que les gains de productivité de notre économie, ils sont dans l'industrie, il ne faut jamais l'oublier. Et puis l'avenir de notre pays est industriel. L'industrie est au premier rang de la bataille pour l'emploi, parce que l'innovation et le progrès technologique viennent de l'industrie, sont portés par l'industrie, qui reste le premier déposant de brevets et de loin. Alors, néanmoins, cette industrie, qui est un atout pour notre pays, elle n'est pas un acquis. Et en la matière, nous ne tiendrons pas sur le statu quo. La passivité, le déficit de vision ne sont pas des options. Pourquoi? Parce qu'on a trop longtemps cru, et vous l'évoquiez il y a quelques instants, que la France pouvait vivre sans usine, que finalement, peut-être même l'industrie faisait partie d'un monde dépassé. Et ce manque de vision, c'est celui qui a conduit, durant la première décennie de ce siècle, à perdre du temps, à perdre la main, et à voir plus de 700 000 emplois industriels se détruire. Alors c'est une maladie lente, et souvent, vous savez, quand les choses changent, tombent, tournent, vous évoquiez des transactions en cours industrielles, mais quand ces choses-là arrivent, c'est déjà trop tard. Les erreurs ont été faites 10 ans, 20 ans avant, les oublis ont été commis plusieurs années auparavant, et en quelque sorte, on voudrait nous enfermer dans une espèce de fatalité où la France ne serait ni le pays compétitif par rapport à l'Allemagne du point de vue de la compétitivité hors coût et de l'excellence, et ni le pays compétitif par rapport à l'Espagne du point de vue de la compétitivité coût. Et donc la crise de laquelle nous sortons à peine, elle a levé ce voile, le décrochage de notre industrie. Et en même temps, elle nous met face à notre destin économique. Il n'y en a pas hors de l'industrie. Alors, notre priorité aujourd'hui, c'est pour réussir le redressement du pays, d'en réussir la réindustrialisation. Réindustrialiser la France aujourd'hui, ça n'est pas reconstruire une France bénie ou dorée qui de toute façon n'a pas existé, qui serait celle des années 50 ou 60. Ça n'existe pas. Ces usines ne seront pas les mêmes. Mais réindustrialiser le pays aujourd'hui, c'est l'enrichir en investissement, en formation, pour créer de l'emploi. C'est cette bataille qui est la maîtresse des batailles économiques, et c'est celle-ci que je veux expliquer. Il n'y a aucune place pour le défaitisme, aucune place pour le cynisme. Il n'y a qu'un devoir, celui d'être volontaire. Et c'est cette volonté dont je veux ici retracer la cohérence, sous le contrôle en particulier de Jean-Marc Ayrault. C'est d'abord d'essayer de dire quelle est la cohérence de l'action économique et industrielle qui est conduite depuis 2012 par le président de la République et ses gouvernements, et ensuite de vous dire quelle est la nouvelle dynamique que nous enclenchons aujourd'hui, celle en particulier de l'industrie du futur. Alors, le gouvernement a massivement agi pour l'industrie à travers, je dirais, 3 principes simples qui sont au cœur de ce redressement: la compétitivité, l'agilité et la stabilité. La compétitivité, c'est évidemment une nécessité. La compétitivité coût d'abord. On ne réindustrialise pas, on ne gagne pas cette bataille quand les marges sont historiquement basses et quand les coûts, en particulier les coûts du travail, mais parfois aussi ceux de certains investissements, sont supérieurs aux voisins. La compétitivité coût, ce sont les décisions prises dès la fin de l'année 2012 par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault du CICE. Puis c'est l'annonce en janvier 2014 du pacte de responsabilité et de solidarité. Ces deux dispositifs, c'est 40 milliards d'euros d'allègements fiscaux et sociaux en 3 ans, en agissant à tous les niveaux. Ça, c'est pour le coût du travail.
sur tous les leviers. C'est aussi comment baisser les coûts de l'énergie à travers des dispositifs dédiés aux industriels de électro-intensifs. C'est le coût des services, en baissant le coût justement de ces intrants, comme je peux le faire à travers le projet de loi croissance et activité. Et ces mesures se concrétisent. Les décisions qui ont été prises dès la fin de l'année 2012, c'est toujours trop lent pour celles et ceux qui sont au front du combat industriel. Mais c'est ce qui fait que depuis le 1er janvier de cette année, eh bien, il y a 140 € de charges en moins tous les mois pour les salariés au SMIC. On compense l'intégralité des charges dites URSSAF au niveau du SMIC. Les premiers résultats sont perceptibles. L'heure de travail dans l'industrie est d'ores et déjà moins coûteuse en France qu'en Allemagne. C'est une première depuis plusieurs années. Nous avons enrayé une tendance décennale grâce au CICE puis au pacte de responsabilité. Le taux de marge de l'industrie manufacturière a progressé d'1,9 point sur les 3 derniers trimestres de 2014. Et là aussi, c'est une première depuis la crise. Et donc, vous le voyez, quand j'entends qu'il faudrait toujours plus, des nouvelles décisions, des nouvelles annonces, il fallait prendre ces annonces. Historiques, personne n'a remis dans le système économique ce que nous remettons aujourd'hui. Mais il faut accompagner ces résultats, il faut les illustrer, les montrer, parce que c'est ensuite la responsabilité de chacun de les faire vivre. La compétitivité, c'est aussi la compétitivité hors coût. C'est la décision qui a été prise de préserver tout ce qui va dans le sens de l'investissement, en tenant justement les engagements pris sur le crédit impôt recherche, plus de 5 milliards d'euros économisés par les milliers d'entreprises qui font cet effort de recherche et développement en 2014, la création du crédit impôt innovation pour aider les PME à amener de nouvelles offres sur leur marché et la restauration, l'amélioration du régime des jeunes entreprises innovantes. L'investissement, c'est aussi la mesure qui a été prise il y a maintenant un peu plus d'un mois, transcrite dans la loi dès la lecture au Sénat de la loi croissance et activité, pour le suramortissement fiscal, qui fait que pour tous les investissements productifs, eh bien, quand on investit 100, on peut amortir 140. C'est une mesure importante. Elle vaut pour toutes les décisions d'investissement entre le 15 avril de cette année et le 15 avril de l'année prochaine. Et elle permet de déclencher, d'accélérer, parce que nous avons besoin, pour être compétitifs, de ces investissements productifs. Il y avait une panne de l'investissement depuis la crise. Mais historiquement, depuis 15-20 ans, il y a eu une insuffisance de l'investissement productif français. L'investissement privé se tenait assez bien, mais on investissait beaucoup dans l'immobilier. Trop et insuffisamment dans la machine. C'est ce tournant qu'il faut savoir prendre. Agir pour l'industrie, c'est aussi renforcer, c'est le deuxième axe, l'agilité de nos entreprises et de tous les acteurs de notre économie. Être agile, ça veut dire pouvoir s'adapter aux aléas de la conjoncture, à l'évolution des marchés. Et c'est le sens des réformes qui sont portées à travers la loi de sécurisation de l'emploi de 2013, qui a permis de mieux anticiper, de donner plus de visibilité lorsqu'il y a des licenciements collectifs ou des restructurations nécessaires. C'est ce que nous sommes en train de conduire aussi, toujours en réformant le marché du travail, en réformant les prud'hommes. C'est donner plus de visibilité, plus de vitesse, plus de certitude, avec un barème, avec des procédures plus courtes, pour les salariés comme pour les employeurs. C'est ce qui a conduit là aussi, dès 2012, à faire entrer les salariés dans le conseil d'administration des grands groupes. Il faut leur donner encore plus de place. Pourquoi ? Parce qu'être agile, ça veut dire savoir s'adapter vite. Savoir s'adapter vite, ça veut dire très tôt avoir mis l'ensemble du collectif productif autour de la table. Partager l'information quand tout va bien, entre les dirigeants et les salariés. Faire que chacune et chacun prenne ses responsabilités quand les choses commencent à aller mal, en anticipation, en prévision. C'est le sens des accords de compétitivité qui ont aidé à sauver l'industrie automobile. C'est le sens des accords de maintien dans l'emploi qui ont été votés à l'été 2013. C'est le sens de ce que nous voulons améliorer dans les prochaines semaines autour de ces accords dits défensifs, ces accords de maintien de l'emploi défensifs, pour que dès que ça va mal, on puisse, avec l'ensemble du collectif productif de l'entreprise, eh bien, s'adapter comme il se doit. Ce sont ces mêmes enjeux qui sont au cœur de la loi croissance et activité, ou de la loi réformant, enfin modernisant le dialogue social, qui sont en cours de discussion. Plus de visibilité, plus de rapidité, plus d'anticipation. Être agile, c'est aussi pouvoir innover, intégrer, diffuser l'innovation. Et c'est cette agilité économique que nous voulons promouvoir à travers la French Tech, très présente à Nantes, je le sais, et qui travaille aussi bien avec l'école que nombre d'industriels que nous avons vus.
C'est notre politique de soutien aux startups avec une seconde phase de la French Tech qui vit à plein au cœur du projet Usine Nouvelle et Industrie du Futur, qui est précisément celle qui consiste à faire travailler ensemble et à rapprocher les grands groupes et les startups. Les startups, ça n'est pas un exotisme dont il faut se satisfaire ou se réjouir quand on se déplace dans quelques centres urbains. C'est au cœur de cette économie de la disruption qui transforme en profondeur notre tissu économique. Et ces startups, elles doivent beaucoup plus travailler avec les grands groupes. Nos grands groupes doivent prendre l'habitude de leur donner des contrats, de s'en inspirer, d'utiliser leur agilité, leur capacité à innover, de les racheter même parfois. Il n'y a pas de fatalité à voir toutes nos startups rachetées par des grands groupes américains. Je rêve de voir de plus en plus de groupes français utiliser les mêmes techniques. Cette agilité, elle est au cœur de la réforme. Agir pour l'industrie, enfin, c'est favoriser la stabilité, le long terme. La stabilité des décisions, c'est le cadre même du pacte de responsabilité et de stabilité. 3 années de prévisibilité en termes fiscal, social. Nous sommes un pays sinon qui toutes les semaines propose de nouvelles idées, qui chaque semaine propose qu'on remette même en cause ce que nous avons nous-mêmes décidé. Celles et ceux qui investissent savent qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la visibilité qu'on vous donne. Mieux vaut ne rien décider que d'en changer tous les 6 mois. Et donc, la stabilité de ce cadre, elle est fondamentale. La stabilité, c'est aussi la stabilité du capital, de celles et ceux qui accompagnent ces transformations dans le long terme. J'ai parlé des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Ce sont celles et ceux qui prennent le risque à chaque instant. J'ai parlé des salariés. Ce sont celles et ceux qui l'accompagnent dans les temps faciles, dans les temps difficiles. Et il y a les actionnaires qui ont un rôle extraordinaire. Ils prennent les risques avec les uns et les autres. Ils sont au cœur du redressement. Ce dont notre économie a besoin aujourd'hui, c'est d'une place plus grande à ce capitalisme stable, ces actionnaires de long terme. Il n'y a pas de redressement industriel qui se fera du jour au lendemain. Mais si cet actionnariat est court-termiste, si notre capital ne regarde que le jour d'après ou la profitabilité d'aujourd'hui, comment redresser notre économie? Ces redressements prennent du temps. Et donc notre force, c'est notre capacité à agir dans le long terme. C'est tout le sens des droits de vote double reconnus pour l'ensemble des actionnaires qui détiennent du capital pendant plus de 2 ans. Et nous avons 4 grands actionnaires dans notre pays qui sont au cœur du redressement industriel et de cette entreprise du long terme. Les entrepreneurs, celles et ceux qui mettent leur capital à risque et dont je me félicite que quand ça marche, ils puissent gagner de l'argent et réussir. Parce que sans leur risque pris, il n'y aurait pas eu d'emplois créés. C'est pourquoi nous réformons les bons de souscription pour créateurs d'entreprises, les actions de performance, parce que oui, ce sont des mécanismes vertueux pour la réussite entrepreneuriale et industrielle. Mais ces entrepreneurs, ce sont des acteurs du long terme. On ne crée pas une entreprise, on ne la redresse pas pour partir le lendemain. Les seconds, ce sont les salariés. Les salariés sont et doivent être encore davantage des actionnaires du long terme. L'une des beautés de notre modèle, c'est l'épargne salariale. Nous en améliorons encore les dispositifs. L'épargne salariale est développée, comme l'actionnariat salarié dans les grands groupes, encore trop insuffisamment dans les PME. Il y a 8 salariés sur 10 dans les grands groupes, même pas 2 sur 10 dans les PME qui ont accès à ce capital. Mais combien de groupes français, d'Eiffage à la Société Générale, ont été sauvés d'attaques hostiles par leurs salariés? Parce que les salariés étaient au capital, partageaient le risque. Et quand les salariés sont là, la discussion n'est plus la même. La codétermination est au cœur de l'entreprise parce qu'on partage ensemble le risque, parce qu'on sait ce que c'est. On s'inscrit dans le même collectif. Donc je crois à l'actionnariat salarial de long terme. Le troisième acteur, ce sont justement nos investisseurs institutionnels et nos mutualistes. Ceux qui sont dans nos territoires, avec nos territoires, des actionnaires de long terme. Alors, les régulations les ont parfois détournés, mais ils ont un rôle fondamental dans cette économie de long terme et de son financement. Et le quatrième, c'est l'État. Parce que l'État est un actionnaire de long terme. Il l'est historiquement et il continuera à l'être. Et là-dessus, je trouve qu'il y a parfois une espèce de mode qui s'est installée. L'État n'aurait pas le droit, finalement, d'être un actionnaire. Et je veux dire à celles et ceux qui en douteraient que l'État n'est ni un actionnaire honteux, ni un actionnaire imprévisible ou irrationnel, ni un actionnaire de connivence, idée à laquelle peut-être certains s'étaient trop souvent habitués. C'est un actionnaire
exigeant, plein et entier, stratégique et de long terme, parce qu'il est au cœur de ce redressement. Alors, ce temps long, c'est aussi cette stabilité, c'est aussi ce qui est au cœur du projet de la Nouvelle France industrielle et de cette nouvelle phase que nous ouvrons, qui est précisément, avec l'industrie du futur, cette ambition que nous voulons donner. Et pour que l'industrie innove, il faut que les politiques publiques innovent, soient plus flexibles, plus mobiles. Et donc, en évaluant ce qui a été fait depuis bientôt 2 ans, ce que nous avons voulu mettre en place et ce que nous annonçons officiellement aujourd'hui, c'est à la fois une nouvelle dynamique autour de l'industrie du futur et une nouvelle logique autour de 9 solutions industrielles. Parce que pour réussir, pour mettre en mouvement les acteurs, l'investissement et passer cette nouvelle phase, nous devons mener une petite révolution. Et c'est pourquoi j'ai tenu à ce que cet événement se tienne ici, à l'École des mines de Nantes. Parce que cette révolution, elle doit être portée par notre jeunesse, par vous, par celles et ceux pour qui elle est destinée. Et parce que les écoles des mines et des télécoms, écoles de mon ministère, grâce à leur expertise, ont toujours été moteurs et à la pointe des révolutions industrielles, elles ont un rôle à jouer. Et je voulais vous remercier, Madame la Directrice, pour vos mots d'introduction, pour l'implication qui a été aussi celle de l'école dans l'organisation de cette journée et pour tout le travail qui est conduit au quotidien. Elles ont toujours été, ces écoles, les fers de lance des grandes mutations technologiques, industrielles, sociétales. La fusion, encore au stade de projet des mines de Nantes et de Télécom Bretagne, en est le symbole. Elle apportera au tissu économique et industriel une nouvelle école, à la pointe de la transformation numérique de l'économie, au cœur des régions Bretagne et Pays de Loire. Et cette révolution, elle se mène à tous les niveaux, y compris nos manières de conduire des politiques publiques. Évaluer donc pour d'abord trouver cette nouvelle dynamique. L'État ne peut plus jouer le même rôle qu'autrefois pour moderniser l'outil industriel. Il ne doit plus tracer un chemin ou faire seul, mais fixer un cap et aider les entreprises à l'atteindre. Et c'est tout le sens de ce projet Industrie du futur, avec d'abord des objectifs, 2 objectifs au cœur de cette matrice. Inciter et aider chaque entreprise à franchir une nouvelle étape dans la modernisation de son outil de production. Robotiser, digitaliser, avoir plus d'efficacité énergétique et de performance environnementale. Nos entreprises doivent prendre cette direction. Il ne s'agit pas simplement de produire plus efficacement. Il faut également accompagner les entreprises dans les transformations de leur modèle d'affaires, dans leurs organisations, dans leur mode de conception et de commercialisation. Demain, l'indistinction entre l'industrie et les services, elle ne sera plus pertinente, elle ne l'est déjà plus. C'est une forme d'organisation qu'il faut repenser. C'est pour ça que ce sont les disciplines qu'on décloisonne à travers cette industrie du futur. Et on le voyait parfaitement ce matin dans l'exemple de Daher. Les cloisons n'ont plus lieu d'être. On ne vendra plus une voiture, mais une solution de mobilité pour se déplacer, qui prendra la forme d'un véhicule connecté, voire autonome, ou d'un temps de véhicule disponible. Dans l'aéronautique, chère à votre région, Safran ne vend plus des moteurs d'avion, mais des heures de vol et de maintenance. Et donc, ce ne sont plus simplement des objets, ce sont des usages, avec les objets, le service embarqué et toute l'intelligence autour qui sont vendus. Ensuite, la méthode. Comment allons-nous procéder ? D'abord, en créant cette alliance de l'industrie du futur, qui est cette incarnation de l'alliance nationale des producteurs, de l'ensemble des producteurs et des industriels. La révolution dans la révolution, c'est que ce sont les professionnels, les industriels qui doivent porter eux-mêmes cette approche. Il faut une mobilisation nationale pour forger l'industrie française de demain. Et cette entité de pilotage, l'Alliance pour l'industrie du futur, voulue par les industriels, elle associera l'État, les régions, le Conseil national de l'industrie, qui joue un rôle important et qui a, avec moi, et je remercie en particulier Mme Martin d'être là aujourd'hui, mais revu tous ces plans, le président Dehec était présent à chacune de nos rencontres, les partenaires sociaux, les organismes de formation et de recherche, les pôles de compétitivité, ce sont l'ensemble de ces acteurs qu'on doit coordonner dans cette alliance. Pourquoi ? Parce qu'il faut une instance de coordination pour qu'après la vie au quotidien soit beaucoup plus simple et aille beaucoup plus vite. Et arrêter de faire chacun ou chacune de son côté ce que d'autres font. Donc elle coordonne, mais elle est portée par des industriels. Frédéric Sanchez, que je remercie d'être ici avec nous aujourd'hui, et Bernard Charles, c'est ce tandem d'industriels qui font l'industrie du futur au présent, qui porteront ce collectif humain. Il y aura autour d'eux une centaine
d'entreprises, PME, ETI, l'ensemble des pouvoirs publics, des réunions régulières, et je présiderai moi-même le comité de pilotage pour que cette initiative prenne et soit portée. Cette mobilisation nationale, elle passera aussi par la promotion continue de l'industrie du futur, à travers notamment le lancement d'au moins 15 projets vitrines de l'industrie du futur, de visibilité nationale voire européenne, d'ici la fin de l'année prochaine, et un événement de dimension internationale à Paris au printemps 2016. Ensuite, en mobilisant individuellement et financièrement les entreprises concernées. Individuellement d'abord, des diagnostics seront proposés par les régions aux PME, aux ETI industriels, avec l'appui de l'Alliance pour l'industrie du futur et tous ces relais locaux. Sur cette base, 15 000 entreprises seront sensibilisées et 2 000 entreprises accompagnées au cours des 2 prochaines années. 200 à 300 experts seront formés, les premiers ont été recrutés, afin d'accompagner leurs projets sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un projet, ce n'est pas des annonces qu'on fait du jour au lendemain. C'est une mobilisation qu'il faut aller faire dans les territoires, au contact, par l'exemple, par la capillarité, mais aussi en ayant des consultants, en ayant des acteurs de cette transformation qui vont aller chercher dans les PME, dans les ETI, chez les sous-traitants, et qui vont leur expliquer l'intérêt de cette transformation, qui vont les aider à monter en gamme. Parce que ce sont parfois les plus petits, les plus fragiles, ceux qui en ont le plus besoin, qui ne font pas forcément spontanément ce mouvement. Et donc, c'est ce travail de transformation, d'accompagnement qui est au cœur de ce projet. Mobilisation grâce au financement aussi. Le suramortissement fiscal que j'évoquais il y a un instant, mais sur tous les terrains, des financements sont mis en œuvre par les collectivités. 20 millions d'euros sont financés à parité par le PIA et la région Pays de Loire. Un bel exemple est fait aujourd'hui pour les projets innovants, notamment dans le cadre de l'industrie du futur. Plus largement, ce sont les financements de la BPI que nous avons mobilisés autour de ce projet. 8 milliards d'euros sont mobilisés sur ce qu'on appelle les prêts de développement. Ces prêts de développement qui s'étaleront sur les prochaines années, mais qui attendent aujourd'hui les projets. Ce sont des prêts qui sont sans garantie et qui permettent pendant 2 ans de différer les remboursements. Ce sont des prêts qui sont faits pour celles et ceux qui veulent prendre des risques industriels, qui veulent cette montée en gamme, qui veulent rompre avec la fatalité dont la France souffre aujourd'hui, qui était de se dire « nous n'avons pas à investir et l'industrie se ferait tout seul ». Non, ce financement, nous nous mettons aux côtés des industriels pour le porter. En mobilisant le monde de la recherche et le réseau de nos universités, de nos grandes écoles aussi. Dans ce domaine, les mines de Nantes joueront un rôle capital ici en Pays de Loire. L'école apportera sa contribution au développement de l'industrie du futur, que ce soit dans le domaine de la robotique, de l'efficacité énergétique, de l'optimisation de systèmes, de production et de logistique, ou encore de réalité virtuelle. Votre école nous permettra aussi d'avancer dans le champ du numérique, notamment pour concevoir des outils logiciels d'optimisation et d'aide à la décision. Surtout, en mobilisant celles et ceux qui produisent, c'est-à-dire les salariés. Et vous l'avez très bien dit, il n'y a pas de projet d'industrie du futur qui gagnera s'il n'y a pas une vraie politique de formation. Parce que nous avons d'ores et déjà aujourd'hui, et nous le constatons chaque jour, des banques. Il y a un chômage qui mine notre économie, et en même temps, nombreux sont les entreprises qui me disent, à chaque fois que je me déplace, je ne trouve pas les compétences dans tel secteur ou tel autre. On n'a pas la bonne formation. Donc nous avons à accélérer cette transformation de notre politique de formation, commencée par la loi formation continue de 2013, mais surtout nous avons à anticiper cette transformation de l'industrie du futur. Je l'ai vu très bien ce matin chez Daher, je le voyais il y a quelques semaines dans d'autres entreprises, chez Gorgé, que je visitais également. Vous voyez des salariés dont les métiers se sont transformés parfois en quelques mois. Ils faisaient des métiers très physiques, concrets, parfois plus pénibles, et on leur a payé un robot, fameux robot, qui a simplement évité qu'on délocalise cette activité à l'autre bout du monde ou qui a permis de relocaliser des emplois. Mais le métier n'est plus le même. Et donc il faut anticiper cette formation, cette transformation des gestes, le fait qu'on va contrôler à des moments de qualité de la chaîne de production ce que fait le robot, le piloter, le programmer, plutôt que exécuter soi-même. Et donc cette formation essentielle, elle mobilisera l'ensemble des acteurs. Le Conseil national de l'industrie a un rôle essentiel à jouer et d'ici l'été nous donnera une feuille de route de cette transformation des formations. Avec François Rebsamen, nous avons mobilisé la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle pour, là aussi, aller plus vite et accompagner les industriels dans cette transformation. Enfin, il faut mobiliser l'international en nouant des partenariats stratégiques avec des entreprises européennes et étrangères.
Le périmètre et la gouvernance du projet Industrie du futur a été conçu pour s'interfacer naturellement avec la plateforme Industrie 4.0 allemande, parce que si nous jouons dispersés, nous perdrons la bataille mondiale qui s'est engagée sur les normes et standards de l'industrie du futur. Grâce à la complémentarité avec l'Allemagne, nous pourrons pousser ensemble des projets plus innovants pour émarger, en particulier, au plan d'investissement européen. Faire travailler ensemble, sur le terrain, c'est la clé de cette réussite. L'industrie du futur, c'est là qu'elle se construit. Et c'est d'ailleurs ce qui illustre très bien la mobilisation dans votre région, dans la métropole nantaise. Et les exemples que j'ai pu voir il y a quelques instants sont parfaitement éloquents. Votre territoire porte un projet ambitieux pour devenir une référence en matière de technologie avancée de production. Cette ambition, elle porte un nom, la Jules Verne Manufacturing Valley. Et les grands donneurs d'ordre comme Airbus, STX, DCNS, Alstom, Renault, PSA, EADS, devenu Airbus, Veolia, Aerolia, ils sont associés à la fois dans le tissu académique, dans ce réseau et dans tout ce que les collectivités locales ont su faire. Alors, avec cette nouvelle dynamique, c'est une nouvelle logique que je veux ici aussi mettre en place. Proposer 9 solutions d'avenir sur nos marchés prioritaires. 9 solutions pour accélérer la réindustrialisation, pour plus d'ambition et plus d'efficacité. Nous ne partons pas de zéro. Beaucoup a été fait. Beaucoup a été porté par les industriels depuis 1 an et demi, et il faut capitaliser sur les acquis des 34 plans qu'avait mis en place mon prédécesseur il y a, à la fin de l'année 2013. Revoir ce qui peut l'être, améliorer ce qui doit l'être, mais je veux d'ores et déjà remercier l'ensemble des porteurs de projets dont je vois ici les visages, remercier celles et ceux qui se sont beaucoup mobilisés, qui étaient encore là aujourd'hui, M. Sanchez, M. Raymond, M. Breton qui était là quelques instants. Quand des CEO prennent le temps que vous prenez à faire ça, à prendre la peine de venir ici pour parler aux jeunes, à expliquer, c'est fondamental, c'est la clé pour réussir. Si les dirigeants ne s'impliquent pas, si les numéros 1 ne s'impliquent pas, on ne peut pas réussir ce retournement. Ou ce sont des belles paroles et on occupe la galerie. Donc pour ça, je vous remercie. Alors, depuis le lancement des plans de la Nouvelle France industrielle, un travail considérable a été réalisé. 250 entreprises ont abattu un travail considérable. Grâce à eux, nous avons réussi à ce que 1,5 milliard d'euros soient investis par l'État pour un investissement total de 3,7 milliards d'euros. Nous partirons de leur travail, de leur réalisation, de leurs initiatives pour prolonger la reconquête industrielle. Toutes les femmes et les hommes volontaires, les chefs de projets industriels qui sont là, ils seront au cœur de ces 9 solutions industrielles. C'est eux qui les porteront dans cet esprit de continuité. Ils coordonneront leurs travaux au sein de regroupements de façon plus pragmatique et opérationnelle. Et ce regroupement en 9 solutions, c'est, je le disais, pour plus d'ambition. Parce que l'enveloppe sur les programmes d'investissement d'avenir que nous mettrons sur ces 9 solutions industrielles et cette entreprise du futur, c'est 3,4 milliards d'euros pour précisément, avec le PIA2 et demain le PIA3, soutenir les projets. Il n'y aura pas un centime de moins. Si nous regroupons ces plans pour proposer 9 solutions autour du projet Industrie du futur, c'est pour atteindre 3 objectifs. D'abord, inverser la logique, intégrer dès maintenant la nécessité absolue de répondre de manière cohérente aux attentes et aux besoins des clients, car la conquête des marchés commence aujourd'hui. C'est cette approche qui garantira précisément la réussite de toute cette démarche. Désormais, il faut proposer des solutions complètes, c'est-à-dire des solutions qui intègrent les produits avec les services, comme je le disais, mais qui cherchent, de manière groupée, à toucher les mêmes clients, à tirer, je dirais, compte des synergies qui existent en termes de recherche entre les différents acteurs des plans qui pouvaient exister, mais surtout à apporter une solution à des clients. Pourquoi regrouper autour de la ville durable l'ensemble des plans qui travaillaient parfois de manière à part? Parce que quand on se déplace à l'international pour vendre à une grande métropole, qu'est-ce qu'on vend? On vend des solutions françaises. La capacité à gérer l'habitat, les flux, l'urbanisme, l'eau, la gestion des déchets, les systèmes d'information embarqués. Et c'est si on arrive à vendre cette solution, non pas un plan qu'on dicterait d'en haut, mais une solution industrielle qui répond donc à un besoin, qui répond à ce qu'un client cherche, alors on crée un débouché industriel. Alors on crée de la synergie entre des acteurs qui parfois se parlaient insuffisamment et qui vont faire de la recherche davantage ensemble.
et on crée une solution commune pour l'extérieur. Cette synergie en amont, c'est celle qui aussi va décloisonner davantage la recherche. Parce que oui, le stockage de l'énergie, vous le disiez, il est en facteur commun de nombre de plans qui existaient. C'est un formidable levier de disruption lorsqu'on veut réfléchir à la transformation, précisément, aussi bien de la mobilité que de l'énergie. Donner à 9 solutions une stature internationale ensuite, et d'envergure simple pour la bonne lisibilité du marché français. 9 solutions, on sait l'expliquer à l'international, on sait le porter, on sait le vendre. Et l'agence Business France jouera un rôle essentiel. Elle a été associée à la revue de ces plans. Elle sera mobilisée pour attirer de nouveaux investisseurs en France, promouvoir les solutions de la nouvelle France industrielle à l'international. Parce que quand on pense à l'industrie, on doit penser à une politique immédiatement internationale. Les marchés sont à l'international et c'est donc aussi pour cela que nous avons voulu donner de la lisibilité et regrouper. Organiser un dispositif de pilotage plus efficace, enfin, c'est cette troisième raison, pour accélérer, resserrer le dispositif de pilotage, avoir des porteurs d'actions, de projets qui travaillent tous ensemble, main dans la main, autour d'une solution unique. Les 9 solutions, nous les avons pensées, imaginées, forgées avec les industriels. Et elles nous permettront de relever les 9 grands défis de notre avenir. Les nouvelles ressources, d'abord, c'est le premier. Les nouveaux matériaux biosourcés, recyclés, la chimie verte, les biocarburants, l'ensemble précisément de ces éco-industries. La ville durable ensuite, nous l'avons évoqué, nous en avons vu les acteurs. La mobilité écologique, autour des véhicules en particulier, qu'on voit juste devant, le véhicule autonome, le 2 litres au 100, les bornes de recharge, le stockage de l'énergie, qui sont toutes ces solutions complémentaires de cette mobilité écologique. Les transports de demain, avec aussi bien le TGV du futur que l'avion électrique, les navires écologiques ou les dirigeables. Parce que là aussi, il y a de la recherche embarquée qui connaît des synergies entre tous ces secteurs. Mais c'est penser aussi les nouvelles formes de mobilité de manière plus disruptive. La médecine du futur, enfin, comme 5e solution, avec aussi bien les dispositifs médicaux, les biotechnologies, que la santé numérique, pour permettre une santé plus personnalisée, plus digitalisée, et donc à la fois plus innovante, plus rapide, au moindre coût. Mais avec là aussi de nouveaux emplois à la clé. C'est plus d'innovation, ce sont des objets connectés, là aussi, mais des services attachés à ces objets. L'économie des données, vous en avez parlé tout à l'heure, avec les supercalculateurs, le big data, le cloud computing, qui sont décisifs pour que nous ayons l'infrastructure de l'excellence numérique en France, les éléments de sécurité qui vont avec et les leaders technologiques, industriels qui permettront de porter cette économie. Les objets intelligents, qui sont une solution qui, des objets connectés au textile, à la réalité augmentée, à la robotique, aux services sans contact, sont autant d'innovations technologiques qui permettent de revisiter des secteurs qui parfois étaient considérés comme dépassés ou perdus. Et le textile est en train de formidablement se retourner dans notre pays parce qu'il monte en valeur ajoutée à travers précisément la connectique embarquée. Eh bien, les objets connectés, c'est une famille de solutions industrielles qui est en train de transformer des pans de notre économie qu'on pensait devenus vieillots, à tort, et d'inventer une nouvelle réussite industrielle. L'inauguration de la Cité des objets connectés à Angers le 12 juin prochain en présence du Président de la République sera un événement important parce qu'elle mettra dans le territoire, elle ancrera à quelques pas d'ici cette ambition française et l'ensemble des acteurs qui la portent et qui la portent parfois très loin. J'ai eu l'occasion de le faire en début d'année avec eux, jusqu'à Las Vegas, cette excellence française. La confiance numérique, 8e solution industrielle, cybersécurité, souveraineté, nanotechnologie, logiciel, c'est là aussi l'alliance, et nous l'avons vu juste à l'entrée ici de ce bâtiment, entre parfois des grands groupes et des start-up qui permet justement d'offrir les solutions qui permettent à nos acteurs industriels, en lien très fort avec l'industrie du futur, eh bien, d'apporter toutes ces solutions, cette excellence française qui, depuis des décennies, autour du CEA en particulier, s'est structurée, mais qui permet la montée en gamme, la souveraineté numérique française et les mécanismes de cybersécurité. Enfin, l'alimentation intelligente, c'est comment autour d'une famille qui est précisément celle de l'alimentation et des industries agroalimentaires, autour aujourd'hui de plus de 530 projets dans lesquels on tirera des priorités fortes pour l'international, eh bien comment on construit, là aussi, une capacité à toucher de nouveaux marchés, à exporter, à innover, à monter en gamme.
Et donc, il n'y a pas une industrie d'hier et une industrie de demain. Il y a un tissu industriel français à révéler à travers ces 9 solutions, en lui donnant plus de force, en investissant, en formant pour réussir. Et derrière chacune et chacun de ces exemples, il y a des marchés d'avenir. Le développement d'un environnement numérique de confiance pour les entreprises et les individus, que je citais à l'instant, c'est ce qui permet d'attraper un marché d'avenir. En 2013, le marché européen de la sécurité, c'est 140 milliards d'euros. Les atouts de la France, c'est 40 000 emplois dans la cybersécurité, 13 000 entreprises pure players dans l'embarqué dans notre pays. Et donc, vous le voyez, derrière chacun de ces leviers, il y a des créations d'emplois concrètes. Et donc, ce que je veux, à travers ces ambitions, à travers ces solutions industrielles, c'est que chacune et chacun devienne une référence internationale. Et nous avons la possibilité de le faire. Que l'organisation soit plus efficace pour réussir ensemble cette bataille de la réindustrialisation. Voilà toute l'ambition de cette nouvelle étape de la nouvelle France industrielle. Alors, elle ne se fera pas en un jour. Je connais les impatiences, mais les belles choses prennent du temps. En montant il y a quelques instants ici, Jean-Marc Ayrault m'expliquait en combien de temps Nantes s'était transformée. Elle s'est transformée d'abord sur de mauvaises nouvelles industrielles, celles des chantiers, et la volonté de quelques femmes et hommes qui ont voulu redonner un espoir, un élan, un avenir industriel à ces territoires. C'est un quart de siècle pour en arriver là, pour faire que Daher, cette espèce de miracle industriel où quand on fait de la logistique à Marseille, on décide de faire de l'aéronautique et des matériaux et qu'on crée en un peu plus de 10 ans 1800 emplois dans la région, s'installe à quelques pas. Que le CEATEC va venir s'installer, que General Electric vient mettre des forces de recherche et développement ici. Quelle transformation! Ça prend un quart de siècle. Parce qu'il y a la volonté des femmes et des hommes, parce qu'il y a une ambition, parce qu'il y a des moyens qui sont mis ici. Et donc Nantes est emblématique de ce temps patient et de cette volonté dont nous avons besoin. L'enjeu, c'est réindustrialiser le pays, c'est enrichir notre croissance en investissement pour l'enrichir en emploi. Ces 9 solutions industrielles autour de l'industrie du futur, c'est construire l'industrie aujourd'hui et pour demain. Les 2 moteurs, vous l'avez compris, c'est l'investissement et c'est la formation. Les 2 acteurs, ce sont les entrepreneurs et les salariés. Et notre politique industrielle, ça n'est qu'une chose, c'est une volonté de tous les jours qui n'aura que l'exigence en marque de fabrique. L'exigence qui fait que nous investirons à vos côtés, comme nous avons commencé à le faire, que nous prendrons tous les risques de réforme pour que ça marche, mais que nous serons intraitables avec les cyniques ou avec les défaitistes. Et cette exigence, c'est celle qui permettra de remettre l'usine du futur au cœur de notre économie et de remettre l'homme au cœur de cette usine. Je vous remercie pour votre attention et pour cette journée. Merci beaucoup.